Est-ce que vous pouvez... L'exemple le plus flagrant est le Yémen. C'est le Yémen. Le Yémen où un État a été bâti plus ou moins sur une démocratie, un président élu, et voilà que rapidement, subitement, tout est chamboulé. Et que d'autres nations qui sont totalitaires et où la démocratie n'a jamais installé viennent au secours de la démocratie au Yémen. Et c'est des turbulences incroyables que connaissent les démocraties depuis je ne sais combien, surtout dans le monde arabe. L'Égypte, le Yémen, l'Irak. Est-ce qu'il y a une démocratie? Est-ce qu'il n'y a pas une démocratie? Il y a une confusion totale. Il y a une confusion totale. Et Dieu sait quand est-ce qu'on va s'en sortir sans connaître des tragédies. Ce que j'essayais d'esquisser, c'est-à-dire une démocratie dans une certaine société ne naît pas du jour au lendemain. C'est-à-dire un système démocratique doit se générer de l'intérieur. C'est vrai que l'imitation, le fait d'imiter un succès, peut accélérer évidemment. On l'a vu dans le printemps en Europe, dans des peuples, ça fait boule de neige sur tout le continent, puis il y a eu des répressions, puis d'autres, et il y en a eu des résultats qui vont mettre des décennies à émerger et à se renforcer. Et puis il y a des cas de blocage et de retour en arrière. C'est toujours possible, c'est tout à l'heure, vous avez évoqué le Portugal, on pourrait parler de l'Espagne franquiste, il y avait la République espagnole, qui était une des plus ouverte d'Europe en des années 30, au début des années 30, puis ensuite il y a eu la dictature, et ensuite va devenir elle aussi un modèle de transition démocratique. Je ne sais pas combien de thèses de doctorat ont été, de sciences politiques ont été écrites il y a une vingtaine d'années sur cette transition démocratique, le modèle espagnol, qui peut servir à d'autres sociétés arabes ou africaines, etc. Donc ça c'est des choses de cette nature. Alors, personnellement, quand je regarde l'historien face à ça, les interventions étrangères, et ce n'est pas parce que je suis suisse que je peux mettre l'accent là-dessus, mais il n'y a pas un peuple plus allergique aux donneurs de leçons de l'extérieur que les citoyens suisses. C'est-à-dire, mais néanmoins, on est inspiré des bonnes idées. On nous dit, le modèle américain nous a énormément inspiré au XIXe siècle, et les Américains disent, nous nous sommes beaucoup inspirés de la République de Genève au XVIIIe siècle. Donc, c'est un va-et-vient constant, et c'est pour ça que je disais, il y a des modèles, certes, mais ces modèles s'interpénètrent et ça crée des démocraties diverses. À l'intérieur de l'Europe, il ne faudrait surtout pas croire qu'il y a un seul type de démocratie. La démocratie française est très spécifique et l'objet de tensions à l'heure actuelle par rapport à l'Allemagne. Les Allemands ne comprennent pas comment ça fonctionne, la France, et vice-versa, les Français ne comprennent absolument pas comment fonctionne l'Allemagne. Donc, ce sont deux démocraties. Mais ce qui est fondamental dans la démocratie, c'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas opprimer le peuple. C'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Et que le pouvoir doit émaner du peuple, et que le pouvoir est à tout moment réversible. Si l'on considère que le pouvoir est là de tout temps et doit être de toute éternité pour la fin des siècles, évidemment, on n'est pas dans un esprit démocratique. Et pour le détenteur du pouvoir, dans une démocratie, il a un mandat. C'était d'ailleurs les vieilles traditions monarchiques au Maroc et dans beaucoup d'autres pays. Un souverain qui ne fait plus l'affaire, c'était le cas au Moyen-Âge, c'était la doctrine qui le disait, il doit être remplacé par quelqu'un d'autre, parce qu'il ne répond pas à la volonté du peuple, tel qu'on disait à l'époque, le vox populi, etc. Donc, c'était une forme très archaïque, si l'on veut, mais néanmoins, c'est toujours là, présent, qu'un pouvoir qui ne veut pas répondre aux attentes du peuple, ça devient une dictature, et tôt ou tard, une dictature sombre. Tôt ou tard, elle sombre. Elle opprime, elle va tuer, elle va massacrer, mais elle est instable. Et ce qui est important pour les pays en voie de développement de la démocratie, c'est qu'il n'y a pas de développement sans démocratie. C'est-à-dire parce qu'il y a l'insécurité. Pas plus tard que le week-end dernier, j'ai rencontré des étrangers ici qui m'ont dit « Oh, qu'est-ce que j'aimerais investir au Maroc, mais je ne suis pas sûr. Je peux investir en Suisse, je peux investir ici, etc. Je suis sûr. On ne va pas venir me prendre mon bien. » Et ce problème de sécurité est le plus fort dans un système démocratique, parce que chaque citoyen est protégé, et la Déclaration universelle, la Déclaration des droits de l'homme de la Révolution française,
Ça n'avait rien à voir en quelque sorte avec la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'on a connue des Nations Unies. C'était la libération du sujet français du pouvoir absolu. Et qu'enfin le riche marchand, avant, n'était pas sûr qu'après-demain, il serait transformé en mendiant par l'arbitraire d'un fermier général ou de n'importe quel personnage du système. Et c'est cette sécurité-là qu'on a voulu combattre dans cette fameuse déclaration et les droits du citoyen. Le citoyen, il est sûr, il est chez lui, il est garanti par lui-même, puisqu'il a le droit de s'exprimer. Et c'était le début, n'est-ce pas, de ce long combat, le combat contre l'arbitraire. Et ça, c'est extrêmement important. Alors c'est vrai, c'est ce qu'on appelle une culture qu'il faut développer par l'éducation, par les droits. Et là, personnellement, je ne suis pas juriste, hein, mais j'ai toujours dit que, vous avez dit tout à fait, l'État peut être là avant la nation. Donc avant la nation dans le sens citoyen du terme. C'est-à-dire des institutions qui ont été introduites, même d'autorité, c'est ce qu'on appelle les souverains éclairés. Ça existait dans l'histoire européenne. Et ça existe encore. Un souverain éclairé peut dire « j'offre à mon peuple une nouvelle voie ». Il la garantit. Et grâce à ces institutions, il y a une éducation qui va se faire, une nouvelle civilisation va naître pour les droits de chacun, qui sait où il en est. Et ça, c'est des choses qui se sont passées. On a beaucoup parlé de l'Empire ottoman, parce que j'ai pas mal écrit sur l'Empire ottoman, parce que j'ai souvent cité cet exemple. Il y a eu des forces étrangères qui sont venues neutraliser effectivement ces potentialités et cette acceptation par le sultan de l'époque Abdulhamid face à une révolution, mais aussi séduite parce que ses conseillers avaient pu lui dire « ce sera bien pour toi-même, tu vas sauver ton trône si tu acceptes une constitution ». Sinon, on le liquidait en 1876. Il allait être liquidé, mais il allait, en offrant, en répondant au courant libéral, c'est toute une élite qu'il allait avoir avec lui. Et c'est là où les puissances étrangères ont réussi à manœuvrer pour en quelque sorte couper disons, ce début, ce cheminement, parce que la Russie, notamment, était très en arrière dans sa constitution, notamment sur ce principe d'égalité. Et ça concernait de façon aussi très précise le statut des Juifs. Le statut des Juifs est reconnu dans l'Empire ottoman, alors qu'en Russie, on en était loin. Et ça, c'était intolérable, n'est-ce pas, pour un grand pays voisin, d'avoir un pays. La Perse a connu le même destin, en 1908. Constitution tout à fait démocratique, ouverte, libérale, comme vous avez dit, plutôt libérale que vraiment démocratique, mais enfin déjà oligarchique républicaine, en quelque sorte, au niveau parlementaire. Et là aussi, c'est la Russie qui est intervenue militairement pour écraser et restaurer aussi le sultan Qajar dans le Shah Qajar dans sa plénitude de pouvoir. Le jeu des dynasties peut être extrêmement ambigu par rapport à de nouvelles... Il y a eu de nombreux projets de constitution. Il y en a qui sont connus, qui ont été divulgués. Il y en a qu'on découvre dans des bibliothèques d'anciennes personnes de l'époque. Quand on fouille dans les bibliothèques à l'occasion d'un héritage ou autre, on trouve des fois des documents parce qu'il y avait toute le sultan Abdelaziz avait demandé la mise en place d'un organe représentatif en disant « Je suis le représentant de l'Oumma, je ne peux pas ratifier l'acte d'Algésiras comme ça. » Parce que l'acte d'Algésiras, c'était un peu... Il liait les mains du Maroc. Et bien sûr, il fallait le ratifier pour une raison ou une autre. Et comment faire pour... C'était un processus qu'on découvre par hasard dans les archives des bibliothèques de personnes. Actuellement, dans le monde arabe notamment, on a tendance à préférer ces jours-ci les régimes totalitaires que les démocraties qui sont mal constituées, où il y a des manigances qui font reculer le développement. On pense que des dictateurs ont réussi un certain développement de leur pays en écrasant les masses. Par exemple, Franco. On dit que l'Espagne a connu un développement sous Franco.
qui a écrasé des milliers de personnes. Et on dit qu'en Irak, Saddam Hussein a réussi à développer l'Irak et en faire un État crédible, alors que c'est une dictature, etc. Donc la démocratie, des fois, n'est pas bien claire aux yeux des masses, et on pense qu'il y a des hypocrisies, qu'il y a des manigances, qu'il y a des ingérences de l'extérieur qui font que la démocratie ne se présente que comme quelque chose d'infanton. Ce n'est pas une vraie institution. On préfère un régime totalitaire, mais clair. Ce que vous dites est juste, c'est-à-dire, mais je ne peux pas le mentionner ici, mais le fait qu'on a décrété que tous les États appartenant aux Nations Unies doivent être idéologiquement en démocratie. Alors on est arrivé à ce paradoxe, effectivement, que les grands dictateurs ont manigancé, le font habilement, en utilisant un des instruments de la démocratie, qui est la consultation populaire, le plébiscite. Vous n'auriez jamais pu entendre le tsar de Russie aller demander à ses sujets de voter pour lui. Donc ça, c'est une innovation de type démocratique. Donc on arrive à une perversion de la démocratie, du fait qu'on veut dire « mais moi je suis populaire, j'ai une légitimité populaire ». Et ça, c'est des modèles, c'est un modèle qui a dévié, en quelque sorte, mais qui a un certain succès de ce fait-là. Alors, c'est vrai que les systèmes autoritaires liés à des chefs font quand même, dans la nouvelle tendance, assez critiquer. C'est plutôt le modèle chinois qui fascine, dans la même perspective que tu soulignes, du fait de l'efficacité économique. Je me souviens, j'étais à Moscou, encore à l'époque soviétique, et il y avait Pinochet au pouvoir. On était tout surpris en tant qu'Européens occidentaux, en discutant avec des communistes, c'était encore le système soviétique, de dire le régime chilien nous intéresse énormément. Pourquoi? Parce qu'il a un régime autoritaire, mais il y a un taux de développement. Comment font-ils? Alors on s'interrogeait sur l'efficacité de ce régime. Et c'est ainsi, l'imitation des régimes, c'est quelque chose. Comme vous le savez, les Chinois, le directoire chinois, le comité central du Parti communiste chinois, est obsédé, mais obsédé. Ils ont besoin de traitements spécifiques pour se calmer par le fait de l'échec du système en Russie. Il faut éviter tout acte pour aller dans le sens de Gorbatchev, qui avait pris une tendance de libéraliser pour répondre aux normes et aussi à l'aspiration des soviétiques, de l'archement de la société, en libéralisant, démocratisant, liberté de réunion, d'expression, etc. Et les Chinois, comme ils ont constaté que cela a dérivé vers l'effondrement du régime, ils se sont dit nous sommes les prochains. Et c'est la raison pour laquelle il y a un contrôle sur l'idéologie, les débats et Internet en Chine qui donne et qui réussissent pas mal de manipulations et qui donne des sécurités à tout autre modèle qui est en plein développement et qui se réclameront toujours du modèle d'un système démocratique par la consultation. Ce qui était rare en Chine, mais ils ont organisé des consultations, et ainsi de suite. Enfin, notre cher ami avait des observations, questions, contestations. Moi, personnellement, je suis fasciné par le schéma, disons, historique, global et les classifications que vous avez faites. Mais j'ai quelques remarques. La première remarque, c'est que d'abord, le problème auquel on est face à la démocratie d'origine occidentale, c'est que on est fasciné par le credo, c'est-à-dire, en deux mots, par les idées politiques à l'origine de la démocratie, que soit celle de Périclès, en passant par tous les penseurs, disons, des Lumières. Mais tout le monde, actuellement, ne partage pas le credo. Voilà, par exemple, le cas maintenant des lectures nouvelles de l'islam, oui. Qu'on les partage ou qu'on ne les partage pas, c'est là le problème. C'est que... Alors, évidemment, d'où vient au fait le problème? Moi, personnellement, j'observe, je dis, c'est que les Occidentaux ont manœuvré sur, je dirais, la base idéologique de la démocratie, je l'appellerai comme ça, idéologique, de la démocratie, au niveau interne,
mais en même temps, tout en jouant sur le palier international, pour mener véritablement un nouveau schéma qui paraît douteux. Pourquoi? Parce que le schéma international construit après 1945, les Nations Unies en sont le modèle qui est récusé. Pourquoi? Parce que les Nations Unies ne sont pas une démocratie. Parce qu'il s'agit d'une oligarchie. Le Conseil de sécurité, c'est une oligarchie, ils n'ont pas une démocratie. Ce n'est pas l'Assemblée générale qui gouverne. Donc comment véritablement utiliser les Nations Unies pour prendre des décisions, pour attaquer l'Irak, pour attaquer l'Afghanistan, pour attaquer, etc. Et pour inventer aussi des théories qui veulent imposer d'une manière indirecte, subrepticement, ils veulent imposer, si vous voulez, la transposition, le modèle de transposition. C'est les interventions préventives, etc., ne sont que le prélude pour la transposition. Et c'est ma deuxième remarque. Deuxième remarque, c'est que quand vous prenez le schéma historique, et c'est pour ça que moi personnellement, n'étant pas historien, mais je suis un peu acquis à l'histoire, et sur la longue durée, on observe mieux les phénomènes. C'est que l'Occident est piégé par une temporalité, je dirais, linéaire. C'est-à-dire de dire la transposition des modèles est possible là où il faut favoriser, d'où dans la théorie américaine, notamment les néoconservateurs, la notion d'accélérateur. Il faut l'accélération. Les Arabes, il faut balayer tout ça, il faut refaire d'autres sociétés, il faut un peu créer la démocratie, etc. Ce qu'on est en train de vivre, c'est la conséquence des néoconservateurs avec Bush. Lisez les textes, vous allez trouver que ce qui se passe actuellement à tous les niveaux, c'est exactement le schéma du grand truc au Moyen-Orient, etc. Donc la temporalité. Pourquoi? Or, que nous apprend l'histoire? Qu'on ne peut pas transposer. Si on pouvait transposer la Révolution française comme ça, d'une manière, etc., tout le monde serait heureux. C'est-à-dire, or la France elle-même, et la Révolution française a bouffé ses enfants. On le sait très bien. Ils se sont guerroyés, etc. Ils nous ont engendré le sang, etc., etc. Autrement, on n'aurait pas eu la révolution iranienne, on n'aurait pas eu, etc., qu'on n'a pas vu venir, etc. Donc la temporalité. Moi, personnellement, le schéma que j'ai dit, où se trouve, et là, il faut réfléchir. Quand on réfléchit sur ce que vient de dire mon ex-ami sur le Yémen, on se pose la question, moi, personnellement, je trouvais, c'est pas la peine de citer le grand théoricien de la démocratie libérale, eh bien, qui tient compte du développement et de la question économique. La démocratie procédurale, tout le monde est d'accord. Et c'est pour cela que parfois elle présente un piège. Parce qu'on peut, il y a des schémas politiques qui voient les accords d'une démocratie sur le papier, les bienfaits, constitution, tout le monde. Ça, c'est la démocratie procédurale, elle est accessible. Mais la démocratie substantielle, qui véritablement donne un sens pour arriver à la citoyenneté, pour construire l'égalité, pour libérer la femme, pour etc. Ça, c'est problématique. Comment? C'est occidental, oui, mais c'est là où je dis, ça pose un problème. Pourquoi? Et c'est là où j'ai introduit la notion de culture. Il y a la notion de culture, effectivement, et c'est là où l'Occident est piégé. Tous les organismes internationaux maintenant qui font des études, qui financent les bailleurs de fonds, ils se sont mis à faire de la culture. Parce qu'ils ne comprennent pas que ces sociétés-là refusent leur schéma. Ils ne refusent, etc. Moi, personnellement, je le vis actuellement parce que je vais dans la montagne faire du développement local. Et je sais véritablement que les gens me disent ah, ça ne marche pas, ça ne nous arrange pas. Je sais que c'est culturel, ils ne veulent pas. Ils connaissent leurs avantages, ils le connaissent. Parce qu'ils sont là, sécurisés dans leurs petits biens. Même si on leur donne l'argent, ils disent ah, où est-ce que ça va me mener ça? Si on peut me prendre mon terrain, c'est pas la peine. Vous voyez, il y a effectivement la question de la sécurité. Donc, à mon avis, l'Occident est toujours piégé par la générosité, je dirais le potelage, comme on peut dire chez les fédéralistes, le potelage véritablement de vouloir donner toujours, etc. Mais ça ne marche pas parce qu'elle est piégée par son passé. On n'oublie pas encore le passé colonial. On n'oublie pas encore. Voilà ce que j'ai à dire.
quelqu'un qui a levé la main tout à l'heure. Vous laissez parler. Oui, merci beaucoup pour votre. Je m'excuse d'avance de ne pas parler en français librement parce que je n'ai pas l'habitude. Mais je tiens à vous remercier pour votre vision panoramique sur la question constitutionnelle en Europe et dans le monde arabe. Ce que je veux dire, c'est que depuis le début du siècle, du XXe siècle, il y avait, comme vous avez dit, un mouvement constitutionnel, un mouvement d'historiens qui s'est déclenché dans le monde arabe, au Maroc en 1908, comme elle est très connue, la première constitution, au projet de constitution publié en 1909 dans les scènes al-Maghreb. Mais nous constatons que depuis le déclenchement du mouvement constitutionnel jusqu'à aujourd'hui, on a pu concevoir que le constitutionnalisme, c'est une chose, et la démocratie est une autre. Après plus de 100 ans de constitutionnalisme dans le monde arabe, on a échoué à réaliser une démocratie, une vraie démocratie. Et le présumé le printemps arabe, à mon avis, n'est qu'une proposition qu'on essaie de répondre à cette problématique parce que les pays arabes, pendant des décennies, n'ont pas pu donner une vraie démocratie, comme disait le professeur, transposée. C'est la première remarque. La deuxième remarque, dans le monde arabe, on a fait une confusion entre constitution, démocratie et élection. On peut aujourd'hui constater que une constitution et des élections ne peuvent pas donner une démocratie. Et c'est le problème que nous sommes confrontés aujourd'hui. Cela pour dire enfin que la démocratie, c'est une question de culture, c'est une question de réforme religieuse, c'est une question d'éthique. Et merci bien. Merci beaucoup, mais moi je vous ai entendu avec beaucoup d'intérêt depuis le début. Je m'intéresse à votre historique. Mais je suis un petit peu resté perplexe parce que, surtout concernant votre typologie de démocratie, et là on ne retrouve pas vraiment dans cette typologie, comment dirais-je, la spécificité de la démocratie. Quand vous dites démocratie, les trois démocraties, démocratie libérale ou pluraliste, démocratie autoritaire, démocratie totalitaire ou communautaire, donc tous les régimes peuvent être appelés démocratie. Est-ce que la démocratie veut dire légitimité populaire, tout simplement? Un régime populaire et démocratique, c'est ça. C'est ça ce qui ressort de votre... Oui, mais c'est donc, ça Hitler était le régime nazi était un régime démocratique. C'est un totalitaire, oui. Bien sûr. C'était un régime démocratique. Mais bien sûr, il n'est pas né, du ciel, il est né du peuple. On disait autrefois, les peuples méritent les régimes qu'ils ont, n'est-ce pas? C'est la démocratie. Mais ensuite, il y a les droits fondamentaux, c'est ça. Moi, je ne me retrouve pas. Alors, je ne me retrouve pas parce que là, c'est là que je ne me retrouve pas. Je dis, bon, Arendt a écrit démocratie, régime démocratique, régime totalitaire. On voit quelle est la différence. Ici, on ne voit pas la différence. Tout régime qui a l'assentiment du peuple est un régime démocratique. Ils sont monarchiques, plébiscitaires, popudistes, etc. C'est démocratique.
les régimes peuvent être démocratiques dès lors qu'ils se réclament ou qu'ils prétendent avoir la légitimité populaire. Le Maroc, pendant longtemps, monarchie, parce que le peuple aimait son roi. Donc c'est un régime démocratique. Mais en même temps, vous dites, la démocratie se définit par le fait que le pouvoir ne réprime pas, n'opprime pas son peuple. Or, on voit dans les régimes totalitaires, c'est ce qui se passe. Donc, je ne me retrouve pas, c'est tout. C'est ce qui me gêne un petit peu. Autre remarque concernant l'universalité de la démocratie. On vient de vous dire que non. Bon. Il y a un discours maintenant dans le monde, discours des Nations Unies, discours diplomatique sur l'universalité de la démocratie. Une résolution ici, hein, de l'Assemblée Générale qui affirme que les membres affirment que la démocratie est une valeur universelle. Bon, ils le disent. Bon, ça, c'est diplomatique. Ça, sont les gouvernements, mais les peuples derrière, c'est différent. Mais comme vous dites, cette valeur est devenue universelle, mais en même temps, vous faites un historique, en fait, qui est l'histoire de la domination occidentale. Cette universalité ne peut se comprendre que dans la domination d'une civilisation donnée, qui est la civilisation occidentale. On ne peut pas comprendre la chose autrement. Ça a été imposé, n'est-ce pas, les modèles, les institutions. D'ailleurs, à la fin après la Seconde Guerre mondiale, les deux régimes, les deux vainqueurs, c'est-à-dire les soviétiques et les États-Unis, ont imposé leur régime dans leur camp. Tout le monde dans leur camp, pas dans les pays différents, dans leur camp. Et Staline disait que c'est quelque chose de nouveau, cette guerre est nouvelle, le vainqueur impose son régime. Alors, donc cette universalité, en fait, maintenant est acceptée, mais est acceptée dans le cadre d'une certaine domination universelle occidentale. Hein, on l'accepte. Les élites, les dirigeants, les gouvernements, tactiquement ou par opportunisme, acceptent l'universalité de la démocratie pour avoir accès aux ressources, pour avoir accès à l'aide, pour être admis aux Nations Unies, etc., etc. Mais vraiment, est-ce qu'ils sont convaincus de l'idée démocratique? C'est ça le problème. Est-ce que, comme vous dites, la démocratie est une valeur universelle, est-ce que c'est un simple discours ou c'est vraiment une conviction venant des peuples? Quand vous dites qu'on n'impose rien au peuple, il ne faut rien imposer au peuple. Donc il faut laisser les peuples choisir leur système politique. D'ailleurs, la résolution de l'Assemblée Générale contient cette contradiction. Hein. À la fois, on reconnaît la démocratie, n'est-ce pas, comme une valeur universelle, mais en même temps, parce que c'est un compromis, c'est un marchandage, là, on dit il faut laisser au peuple toute la souveraineté pour se déterminer. Donc je peux choisir un régime autoritaire, pas démocratique. Voyez-vous donc la contradiction? Donc ce n'est pas tout à fait clair. L'autre remarque que j'ai, c'est que l'autre jour, je suivais une émission sur, d'ailleurs, Hassan El-Louzani dans Médias Politique, et l'un des partisans de son parti à l'époque, de ses compagnons, a pris la parole et a dit, nous, on avait choisi, pas le terme démocratie, mais Shura. Parce qu'on croyait que Shura, pas une technique, Shura c'était un régime bien supérieur à la démocratie occidentale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, cette notion de démocratie reste très floue et ambiguë. Ce qui maintenant marche, et c'est la globalisation qui l'impose, c'est la démocratie procédurale. On impose au peuple rapidement d'entrer dans l'ère démocratique en organisant des élections, parce que ça doit être rapide. Et la conditionnalité politique impose ça. Mais les valeurs démocratiques, hein, ça prend du temps. Et la globalisation n'a pas le temps. Donc la globalisation diffuse la procédure, mais ne diffuse pas la culture. Au contraire, il y a réaction. N'est-ce pas? C'est ça la contradiction de l'art. Or, la démocratie, dans sa nature, a deux choses. Les élections sont nécessaires, parce que ça introduit, parce qu'elles sont libres, bien sûr, ça introduit de l'incertitude pour ceux qui sont au pouvoir
hein, et de l'espoir pour ceux pour le gouverner, pour le changement. Hein, j'élis peut-être pour changer l'ordre des choses, pour changer les dirigeants, et ils sont qui sont au pouvoir ne sont pas incertains de revenir au pouvoir. Quand il y a l'incertitude d'un côté et l'espoir de l'autre, nous sommes sur la voie de la démocratie qui s'installe. Maintenant, concernant la culture, c'est-à-dire finalement l'acceptation d'un espace public, la séparation du pouvoir, l'acceptation du compromis, un certain nombre de choses. Et surtout que entre les élections, ce que le peuple a choisi comme programme va être réellement appliqué. Donc il y a là aussi de la prévisibilité, de l'incertitude, mais le contraire, c'est que le peuple va voir les programmes sur lesquels il a élu ses dirigeants plus ou moins appliqués. Donc il n'y aura pas retour. Donc il y a là la prévisibilité. La prévisibilité sur le plan culturel, pour la démocratie culturelle, et l'incertitude, n'est-ce pas, pour la démocratie procédurale. Voyez-vous, lorsqu'il y a ça, on est sur la voie démocratique. Et lorsqu'il y a la première élection, deuxième élection, troisième élection, le peuple s'habitue aux élections et par la suite la culture va venir. Mais alors là, il faut réussir les élections. Il ne faut pas les détourner, il faut que ce soit arrivé à un certain nombre de choses comme ça. Alors, c'est pour cela que malheureusement, la globalisation, la conditionnalité politique, etc., impose des procédures, des élections plus ou moins libres. Si les dirigeants arrivent à... C'est pour ça qu'il y a maintenant des statistiques qui montrent qu'il y a des démocraties complètes, démocraties incomplètes, démocraties imparfaites. Et j'ai des statistiques, je vois que dans le monde actuellement, 53, 37, 50, pratiquement plus de 70% de ce qu'on appelle démocratie dans le monde sont des démocraties, soit ce sont des démocraties imparfaites, soit c'est des régimes hybrides, soit des régimes autoritaires. Ce qui est une minorité qui est une démocratie plus ou moins acceptable. Voyez-vous, donc ce n'est pas tellement... Il y a encore du chemin à faire. Juste une dernière chose à propos de l'intervention étrangère et l'imposition de la démocratie. Alors, on tient l'Irak comme le paradigme. Or, l'Irak n'est qu'une exception. C'est l'exception. Jamais, au moins depuis 1945, on a imposé une démocratie par la force. Depuis disons, jamais on l'a fait. Mais... Sauf que les démocraties dites populaires... Non, on revient. Ça, c'est une populaire, tout ça, c'est idéologique. C'est une classification idéologique. Ça n'a rien à voir avec une classification scientifique. C'est une classification idéologique. L'intervention étrangère, pourtant, fait partie des dynamiques des évolutions des sociétés. Alors, ne pas isoler les sociétés du monde et de la dynamique du monde. Donc, il peut y avoir... Et la France aussi fait partie de ces pays-là qui ont été influencés par l'étranger dans l'évolution interne, et vice-versa. Voyez-vous, même les États-Unis. Alors, mais il y a des cas où la démocratie a été posée par la force, mais aussi dans des cas exceptionnels. Vous avez le Japon, vous avez l'Allemagne, après la guerre. Le Japon n'était pas du tout démocratie, il n'avait pas du tout de culture démocratique. On lui a imposé la démocratie. Et ça fonctionne jusqu'à maintenant. L'Allemagne, la même chose. L'Inde n'était pas une démocratie, c'était un empire. Quand la Grande-Bretagne sont partis, ils ont laissé un régime démocratique parlementaire et ça fonctionne. Donc l'intervention peut, depuis le discours de la Bolle en 1991, beaucoup de transitions se sont faites, beaucoup de régimes se sont transformés en démocratie. Donc l'intervention n'est pas tout à fait... Ah bon, il ne faut pas dire, bon, il n'y a pas, il faut laisser. Non, parfois c'est nécessaire. C'est nécessaire qu'il y ait intervention. Parfois, c'est nécessaire, quand c'est nécessaire, pas de différentes façons, pas nécessairement par la force. Sur pas mal de pays, maintenant, ce qu'on appelle la conditionnalité politique, ce que je vous donne, je vous aide, mais à condition que vous faites fassiez un certain nombre de choses, n'est-ce pas, concernant la justice, concernant les droits de l'homme, concernant ça. C'est pas de l'imposition, c'est pas de l'interférence. Comment vous défendez l'intervention alors que c'est la réalité, c'est le quotidien qu'on vit. Voilà mes remarques. Je vous remercie. Oui, parce que ça prolonge un petit peu ce que mon prédécesseur vient de dire. Je serai plus court que
que Mathieu, mais c'était très intéressant. C'est que, certes, il peut y avoir une impulsion éventuellement étrangère, mais après, les dynamiques, le poids des dynamiques internes reste très très important dans la capacité d'une société à devenir démocratique ou pas. On peut l'impulser, mais est-ce qu'on peut la forcer? J'en suis pas certain. Et donc, ça me permet de revenir sur le cas marocain. Je viens de lire un article que je trouve intéressant qui donne une grille de lecture sur la manière dont le Maroc a réussi à se sortir plus ou moins bien, en tout cas mieux que certains de ses voisins de ce qu'on a appelé les révoltes arabes. Donc, cet article, c'est un article de deux politistes qui sont d'ailleurs actuellement au Maroc. L'un est directeur de Sciences Po à l'Humilière, qui s'appelle Jean-Noël Ferrier, et l'autre le directeur du centre Jacques Berthe, Baudouin-Dupré. Ils ont écrit en 2012 un article intitulé « La nouvelle architecture de la Constitution marocaine », ou les trois désamorçages de la vie politique marocaine. Et donc il propose justement pour éclairer, pour montrer pourquoi ça ne s'est pas passé au Maroc comme ça s'est passé chez le voisin tunisien, ou en Libye, ou en Syrie, ou en Égypte. Pourquoi? Eh bien parce que le Maroc s'appuyait sur une tradition un petit peu plus longue de réformes progressives, dont on peut considérer que certains aspects... extérieurs. Non, alors justement, ce que propose l'article... Alors, bon, après ça peut se discuter, mais ce que propose l'article, c'est de dire qu'il faut remonter déjà sous la dernière décennie du règne de Hassan II, où il a permis aux partis issus de la Koutla donc, de venir, ça je ne vais pas vous l'apprendre, donc certain pluralisme, ouverture politique. On a même Abdelrahman Yousoufi, donc issu pourtant du parti d'opposition, et clairement opposant, qui accède à la primature. Ils disent qu'il y a un second temps, donc les deux temps suivants étant sous le règne effectivement de l'actuel roi. Deuxième temps qui correspond plus à toutes les réformes économiques et sociales, donc notamment l'INDH et beaucoup d'autres choses qu'ils listent très clairement dans leur article. Et donc troisième temps, donc, le fait de faire une nouvelle constitution, de la passer au référendum, etc. Bon, avec toutes les critiques qu'on peut éventuellement faire, mais que c'est ce qui a permis. Alors que on voit bien que Kadhafi, sur la fin de son règne, il a essayé d'entreprendre ça, mais en fait les Libyens ne s'y sont pas laissés prendre, puisqu'ils ne pouvaient pas s'appuyer sur une tradition aussi longue de réformes, de tentatives de consultation et de pluralisme, etc. Donc éventuellement, je voulais mettre ce cadre-là au débat et vous demander ce que vous en pensez. Et quand même terminer par le modèle français, entre guillemets, qui est un petit peu essoufflé. C'est M. Benani qui évoquait les récentes élections, plus de 50% d'abstention, et c'est comme ça, là c'est les départementales, c'est comme ça à chaque élection. Je pense que ce qui est essoufflé dans les modèles démocratiques européens, c'est surtout la représentation politique, plutôt l'absence de sentiment d'une vraie représentation du peuple pour le peuple et par le peuple. On ne se sent plus représenté, et ça c'est très clairement lié à la professionnalisation des métiers de la politique, avec des gens qui sortent de l'ENA, de l'ENS, etc. Donc ce modèle, il n'est plus valide du tout. On parle de la montée du Front National. Le Front National est presque mécanique, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a plus d'abstention, ça fait plus de voix pour le Front National. Et là, il y a vraiment quelque chose à changer, parce que les partis politiques deviennent à la traîne de la société civile, plus vraiment du sentiment d'être représentés. Et c'est un petit peu cette métaphore du philosophe Michel Serres qui disait que les institutions politiques et même économiques contemporaines des pays de l'Ouest sont comme ces astres qui continuent de briller, mais dont les scientifiques nous disent qu'ils sont éteints en réalité éteints depuis des milliers d'années. Il faut trouver autre chose. Et donc là, les pays qui sont en voie de transition démocratique feraient bien aussi effectivement de chercher leur propre voie dans ce sens-là. Par exemple, en intégrant plus de sociétés civiles dans le processus décisionnel. Et je pense que c'est ce qui se passe plus ou moins depuis le 20 février ici, même s'il y a encore beaucoup. Allez-y. Moi, je me demande, le monde entier, depuis la création des nations, par la suite l'ONU et toute la ramification, il n'est pas confronté, mais il lui a imposé l'histoire des 5 nations de droit de veto. Est-ce qu'on peut, avec ça, est-ce qu'on peut parler de démocratie? Ça se reflète sur le Fonds monétaire international, ça se reflète sur le bureau du travail, ça se reflète sur toutes les... Donc,
on ne peut pas parler absolument de démocratie depuis 1948 à ce jour. Voilà le problème. Bon, ce que vous dites, c'est un des aspects de blocage, comme il y a le régime français, le régime anglais, le régime marocain, ils ont comme ça des obstacles à la plénitude de la liberté, n'est-ce pas? Et le système des Nations Unies, cet objet-là est critiqué depuis des décennies. Il y a des quantités de commissions, de juristes et de spécialistes qui essaient de transformer cette affaire-là en disant on va ajouter des membres. Même l'Allemagne n'est pas membre, il faut lui donner ce droit de veto, et c'est plus important. Parce que le monde a énormément évolué. La gouvernance mondiale ne se joue pas uniquement au niveau du politique, uniquement de la sécurité de type militaire d'intervention en Crimée ou en Irak. C'est important, certes, mais il y a des éléments beaucoup plus importants qui doivent être administrés dans le monde. C'est la santé, le bien-être, l'éducation. Vous parliez de culture. Les Nations Unies, ce n'est pas que le système politique, c'est toutes les organisations. Dès l'origine, on a créé l'UNESCO parce qu'on voulait développer la démocratie culturelle, le plan de la culture. Je suis tout à fait d'accord avec toutes vos critiques. D'ailleurs, dans mon texte, j'en parle de tout cela. Mais personnellement, si on passe par l'éducation, nous n'avons pas besoin d'une intervention de type colonial ou impérialiste militaire pour imposer un régime comme on l'a fait récemment à la suite des mouvements américains de messianisme, etc. On a imposé à l'Arabie Saoudite de réformer son éducation. L'Arabie Saoudite ne voulait pas réformer son éducation. Mais les Américains ont été aidés par la formation des élites saoudites aux États-Unis. Donc il y a eu cette conjonction entre l'imposition après le 11 septembre et les élites. Il y a un courant libéral maintenant en Arabie Saoudite, mais c'est difficile, on impose depuis 11 septembre. C'est une longue évolution. C'est une longue évolution. Et c'est vrai que la démocratie est un événement extrêmement complexe. J'ai vu en Europe, ça a mis des siècles, et je vous dis, il n'y a pas de démocratie identique en Europe. Alors, a fortiori en Afrique, a fortiori en Moyen-Orient, etc. Mais le fondement, c'est quand même ce fait, et je crois qu'il n'y a aucun peuple, aucun site, aucun homme sur cette terre qui ne préfère pas être libre et respecté par rapport à son statut d'être écrasé, soumis à l'arbitraire, ne sait pas en sortant de son appartement s'il va être emporté par une police qui viendra le chercher et qui va disparaître. Je crois qu'il soit alphabétisé ou non alphabétisé, tout être humain aimerait être libre. Et c'est ça qui est important. Alors, c'est vrai qu'il faut ensuite cette éducation, mais je suis assez convaincu de la valeur pédagogique des institutions. Si un État neuf, et c'était la chance des indépendances, il y avait des choix stratégiques à faire au moment des indépendances, on choisit quoi finalement? On a une élite, alors elle va imposer des choses. Certes, il y aura des conservateurs, des gens qui ne veulent pas changer. Vous dites de marcher à gauche, et bien ils voudront tout prix toujours marcher à droite, et ainsi de suite. Vous voulez, dans les voitures, etc. Donc il y a des choses de ce genre qui doivent être mises par les institutions. Atatürk, par exemple, a imposé. La Turquie ne serait pas ce qu'elle est du tout s'il n'y avait pas eu Atatürk. Ça, c'est sûr. La Chine ne serait pas du tout ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu la révolution chinoise. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était terrible. Je ne dis pas qu'il faut... Je n'en fais pas l'apologète, mais disons, cette méthode autoritaire ont introduit des transformations de la société. L'Union soviétique, on a pu être très critique. Quiconque a visité l'Union soviétique, je ne crois pas que le régime tsariste aurait réussi aussi rapidement à faire que les femmes soient éduquées, que la majorité des scientifiques, professeurs sont des femmes, alors que c'était la femme avant n'allait même pas à l'école, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Ça, c'est des mesures autoritaires, certes. Alors, par rapport au fonctionnement démocratique de l'élection, de ce que les gens veulent, évidemment, c'est très complexe, mais c'est un cheminement possible, c'est pour ça qu'il y a différentes voies. Prenez le système suisse dont je viens. Il a connu des évolutions contrairement à ce qu'on s'imagine. Ma mère, quand je suis né, encore très longtemps, n'avait pas le droit de vote. En 45 après la Turquie, les femmes turques avaient le droit de vote avant les Français. Et ainsi de suite. Vous avez de ces chassés-croisés surprenants par rapport à
uniquement cette procédure, puisque le droit de vote et ces lois, ce sont que des aspects de l'ensemble, mais c'est quand même une pédagogie. À force d'aller voter, même si on s'abstient, mais le droit d'y aller. Ce qui est pire, c'est le droit de ne pas... C'est l'absence de droit. Prenez des pays comme les nôtres maintenant en Europe. Prenez un pays comme on en a à Dubaï, où 80% sont des étrangers. Chez nous, c'est presque 40%. Ces gens n'ont pas le droit de vote. Il y a quand même un problème, c'est fortement débattu chez nous. Non, jamais C'est-à-dire- le droit de vote. Voilà. Alors maintenant, on a introduit, par exemple, dans plusieurs de nos sociétés, le droit de vote au niveau communal, voilà, pour gérer, et ensuite, etc. Tout en restant étrangers, alors qu'ils ont le droit de devenir suisses, ou français, etc. Donc il y a ces choses qui se discutent. Il n'y a pas si longtemps, un Allemand n'avait pas le droit de vote en France. Maintenant, il y a des possibilités, et ainsi de suite. Alors vous disiez effectivement, on impose, il ne faut pas avoir une vision sud-sud, disons polémique, que je considère comme archaïque. C'est plus à l'ordre du jour. Parce que chez nous-mêmes, tout le monde se plaint d'être imposé par Bruxelles. Les quantités de normes européennes. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Et chez nous, comme on a le droit de vote à tout niveau, y compris au niveau des traités internationaux, le peuple suisse il a fallu faire voter 2 fois à peu près 20 ans de distance pour accéder aux Nations Unies. Parce qu'il y avait des gens qui sortaient toutes sortes d'arguments que vous avez évoqués, nous n'aurons plus le droit de ceci, nous n'aurons plus le droit de cela, nous serons obligés de faire ceci, etc. Vous voyez, et maintenant, l'Europe, c'est le même enjeu. Ce que les gens veulent, etc. Mais ce qui est fort, apparemment, on a le peuple qui est oui, on ne revient pas en arrière. Ou alors il faudra revoter à nouveau, 25 ans plus tard, pour dire après tout, est-ce que c'était bien d'aller dans cette affaire-là? Alors est-ce qu'on aurait le droit, du point de vue de la Constitution européenne, qui n'existe pas, enfin, il y a le traité, est-ce qu'on aura le droit d'en sortir? Grand débat à propos de la Grèce. A-t-on le droit de l'éjecter? A-t-elle le droit d'en s'en sortir? Personne, aucun juriste n'a pu. Il y a des commissions qui auraient essayé d'évaluer la chose, et tout, on n'a pas pensé à ça. Parce qu'on est tellement convaincu que c'est la voie de l'avenir. C'est la voie de l'avenir, n'est-ce pas? Alors, les Nations Unies, c'est autre chose. Il y a quelques cas de gens, d'États qui ont voulu s'en sortir. Et ainsi de suite, et d'autres organisations internationales, etc. Où on n'est pas nécessairement précisé, on a le droit d'adhérer, une fois qu'on est dedans, est-ce qu'on a le droit d'en sortir? Vous voyez, c'est toutes des questions vraiment en pleine évolution, mais qui méritent effectivement une solution. 1848, voilà. Et peut-être, est-ce qu'on ne pourrait pas, à partir de là, avoir une autre typologie? C'est-à-dire qu'il y a eu une première révolution, en liant cela au droit, qui a reconnu les droits politiques, mais elle a reconnu les droits politiques dans l'absolu. Vous avez le droit de vote, vous avez le droit à l'éducation, mais si vous n'avez pas l'école à côté, débrouillez-vous. Voilà, vous avez le droit au travail, mais la femme peut aller travailler dans les mines de 6h du matin jusqu'à 10h du soir, c'est le droit au travail, etc., etc. Ce qui a donné naissance à Germinal. L'ouvrage de Germinal qui était une critique de la démocratie libérale qui met l'accent sur les droits politiques, ni plus ni moins, c'est-à-dire le droit de vote, le suffrage, le ceci, le cela. Et puis, je reviens à Louis Bonaparte, qui est venu avec son petit ouvrage, là, l'extinction du paupérisme, et qui a utilisé le suffrage pour devenir le deuxième empereur. Mais ce qui est important de noter, moi, si je compare ce qu'a fait Napoléon III à peut-être ce qu'a fait Saddam Hussein ou autre, c'est que c'est l'une des périodes les plus constructives sur le plan économique de la France. C'est lui qui a lancé le tourisme, par exemple. C'est lui qui a lancé le maillot de bain pour aller à la plage, des choses comme ça. En fait, tout ce qui est moderne aujourd'hui. Mais est-ce que c'est aussi lié peut-être à une nouvelle conception des droits? Ce sont les droits économiques et sociaux. Puisque dans la Deuxième République, il y avait un ouvrier dans le gouvernement provisoire. On a lancé les chantiers, ce qui a inspiré plus tard les Américains. La Deuxième Guerre mondiale, la Tennessee Valley Authority, puisque le gouvernement provisoire disait qu'il faut faire travailler les gens pour produire, quitte à casser les pierres, etc., créer des chantiers, mais il faut créer un pouvoir d'achat. Et il y a eu même un poète qui était ministre, en revenant à la culture, c'est Lamartine qui était ministre du gouvernement
Donc c'est une transition qui est un petit peu, qui nous, comment dirais-je, c'est une critique de la première forme de démocratie que l'on appelait la démocratie libérale, pour passer à ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie économique et sociale, parce qu'on a commencé à dire qu'il faut concrétiser les droits. On reconnaît le droit, d'accord, mais il faut concrétiser, il faut créer l'école, il faut rendre l'école obligatoire, il faut le travail, il faut procurer l'emploi, etc., etc. Votre intervention, je veux juste rappeler 1848 et ces éléments-là. Mohamed Hassan Ouazzani a été fasciné par 1848. La preuve, c'est qu'il a traduit en arabe l'ouvrage d'un des penseurs de la Révolution de 1848, de Dupont-Aignan, L'individu et l'État. Enfin, c'est aussi la philosophie hégélienne de l'époque. Donc, juste en parenthèse, donc ça montre jusqu'où ça va, mais en même temps, ça a donné naissance à des mouvements d'abord syndicaux, par la suite, sociaux. On est dans cette logique-là, tout le mouvement syndical, et ça va se perpétuer. De l'entreprise, du capitalisme, tout ce qui s'ensuit, qui va commencer à se développer. Juste une petite remarque que je voulais ajouter suite à ce que le professeur Benani vient de dire. Il me semble que la formule que Georges Vedel a utilisée dans son article, le hasard et la nécessité, en reprenant l'ouvrage de Monod, qu'est-ce qu'il a dit? Il a formulé l'apophthegme suivant. Il avait au début dit, c'est le hasard qui génère les constitutions et c'est la nécessité qui les fait avancer, qui les fait progresser. Or, il s'est ravisé en ayant en mémoire Montesquieu. Il a dit non, c'est plutôt la nécessité qui génère les constitutions et c'est le hasard qui les fait vivre. Alors, je revenais à cette nécessité lorsque vous parliez du problème de la dialectique entre la force extérieure et la dynamique interne, qui est culturelle, qui est passée, qui est, etc. Et effectivement, l'article de Vedel, à mon avis, moi je l'ai revisité dernièrement, et j'ai trouvé qu'il était superbe, parce qu'il a pris effectivement la Constitution, les constitutions françaises depuis 1848 jusqu'en 1958 et au-delà, parce qu'il y a eu la révision. Donc, véritablement, c'est fondamental. Ce que vous disiez sur le plan historique est juste, nonobstant des remarques de mon ami sur la typologie, on peut être d'accord, ne pas être d'accord. On a été jeunes marxistes au début, on a partagé les points de vue de Mao, etc., les échecs de Pol Pot, parce que, ah oui, mais il faut le mettre dans une catégorie. Et aussi, pourquoi l'exclure? Il avait et c'est un éclairé, il voulait construire tout en malaxant la chair humaine pour pouvoir faire autre chose, l'ordre nouveau, etc. On a vu ces philosophies. L'État islamique et ceci, Daesh également. On est en train le polpotisme, on est en train de le vivre. À la télévision gratis, on est en train de le voir. Le polpotisme à une échelle peut-être quotidienne, mais pas ramassée, parce que l'autre, au moins, il avait l'avantage d'agir dans l'obscurité. Il n'y avait pas de presse, il n'y avait pas de trucs, etc. Donc, à mon avis, ces idées-là ont été avancées par les théoriciens du constitutionnalisme et par conséquent, ce que personnellement je dis, attention à la transposition, problème de transposition, ou transplantation pour ne pas dire mieux encore. C'est ça le grand problème, si vous voulez, en ayant véritablement toujours être prudent. C'est-à-dire ce qu'on nous présente n'est pas toujours... c'est pas d'évidence, parce que les gouvernements en Occident ils changent et leurs idées changent aussi. Oui. Non, il y a, concernant le principe démocratique, le principe de la majorité et de la minorité, qui est la base de la démocratie pluraliste occidentale, ne marche pas dans les pays communautaristes, ou communautaires, comme les pays africains, comme beaucoup de pays même arabes. Par exemple, au Liban, il y a eu des élections, il y a une majorité-minorité, mais la minorité veut participer au gouvernement, veut être au gouvernement, parce que c'est une minorité dominée par les chiites. La majorité et les sunnites, et par conséquent, il y a peur que les sunnites dominent les chiites. Donc, ils veulent participer au pouvoir. Voyez-vous, la même chose en Irak. Appliquer le principe majoritaire en Irak, par exemple,
qui a donné la domination des chiites sur les sunnites et ainsi de suite. Donc il y a là justement cette question de non-transposition pratiquement mécanique. Mais la démocratie ne fait pas ici. La démocratie peut servir à arriver à des compromis, à des partages de pouvoir, etc., pour que tout le monde y participe. Mais si demain on a le Front National qui arrive, Ah oui, on ça, gagne les c'est- élections, Ah oui, ça ne vaut pas lui. ils vont être expulsés de l'Europe, de l'Union européenne. On va dire que Malheureusement. les élections... Ils vont être expulsés, hein. Si la France devient, arrive au Front National de France. Malheureusement, on constate qu'au niveau mondial, il n'y a aucune démocratie qui a assuré le bonheur, la justice sociale auquel aspirent les peuples. Les peuples sont de plus en plus conscients que c'est un faux jeu, qu'il y a des interventions d'un libéralisme où la loi de la jungle sévit, d'un capitalisme qui n'a pas de limite dans ses exactions, à tel point que l'on ne peut pas parler d'une démocratie saine, quel que soit n'importe dans le monde entier. D'autant plus que les pays du tiers-monde, qui ne sont pas alphabétisés, qu'ils ne sont pas mûrs, deviennent vite la proie de gens qui viennent leur faire le lavage de cerveau, et les manigances dans les élections sont vraies à tel point que rien n'est établi à niveau de la gérance de l'État d'une façon saine. Ce sont toujours les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui ont des ambitions qui n'ont rien à voir avec les masses populaires, qui arrivent au pouvoir. Et on arrive à avoir des assemblées, telles les parlements, où les représentants ne sont pas les vrais représentants du peuple. Et l'on finit par penser que les pays qui choisissent des majlis de Shoah parmi des gens crédibles, sans élection, c'est mieux, c'est toujours mieux que des gens qui arrivent avec des manigances. Et Mohamed Hassan Bazani voulait réformer tout ça. Il a toujours dit, il n'y a pas de réforme avec des outils malsains. Et ces outils malsains qui sont entre les mains du capitalisme et de libéraux qui ne pensent qu'à leur lobby, qu'à leur richesse, eh bien, n'arrivent pas à laisser les peuples gérer leur propre... Donc, la conclusion, c'est que finalement, vous avez dit tout à l'heure, la démocratie doit être la solution et pas le problème. Maintenant, il n'y a pas de problème, et pas de solution. Non, mais je ne suis pas nécessairement d'accord parce que c'est quand même une voie. Hein. Mais les gens sont C'est une voie imparfaite, mais il y a pays et pays, il y a toutes sortes de casses. Chez nous, ça discute fort en toute l'Europe. Vers quel type de démocratie on va aller avec les moyens de contrôle de toutes choses maintenant, de vos avis, de vos téléphones, de vos montres, etc. Maintenant, on est interconnectés. Que devient la démocratie? Là, c'est des défis encore plus importants que ce que nous avons eu comme défi actuellement. Et ce dont les gens se plaignent dans nos sociétés, c'est qu'il y a trop de contrôle. Alors, il y a un ultra-capitalisme, c'est la Chine qui répand ce modèle d'ultra-capitalisme. C'est-à-dire, on fait n'importe quoi, n'importe où. Et ils sont même venus en Europe maintenant, et c'est la grande crainte. En Grèce, ils prennent prix en Grèce, et en Europe, on est un peu choqués. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? S'ils font ça à la chinoise en Chine, alors que va devenir l'Europe? Donc chez nous, nous sommes au contraire dans un processus de régularisation, de contrôle, d'évaluation, au point que les gens se plaignent et certains diront vive la Chine, on peut faire n'importe quoi. Je ne parle pas de la France où des générations entières de jeunes partent parce qu'il y a trop de contrôle, trop de réglementation, trop de respect, etc. Donc vous voyez, il y a des contradictions, il y a de grandes contradictions par rapport à ces enjeux de gouvernance, comme on dit maintenant, et à l'échelle internationale, c'est un énorme défi. Et vous étiez aussi à la Commission des droits de l'homme. À Genève, ces temps, je vous assure, c'était une découverte. Le Conseil des droits de l'homme, ça n'intéressait presque personne.
Les droits de l'homme, d'abord, c'était quoi? C'était la dernière roue du char dans une administration de nos États. On a signé les conventions, alors en fonction de l'éducation, les gens respectent, puis maintenant, voilà. Ces jours à Genève, c'était devenu le forum plus important que l'Assemblée générale des Nations Unies, avec une hyper-sensibilité et des acteurs importants comme l'Arabie Saoudite, qui sponsorisent et pensent par ce biais-là échapper, évidemment, aux critiques. Je ne parle pas encore d'autres États qui font la même chose. Vous voyez, il y a des évolutions de cette nature qui font, mais ça débat. Moi, je pense que tant que ces choses-là peuvent être débattues, et jusqu'à nouvel avis, dans le cadre du système international aujourd'hui, on peut débattre. Les États-Unis sont accusés. Et ça a des effets. Eux, ils sont capables de claquer la porte, mais finalement, quand ils ont claqué la porte, les institutions qu'ils voulaient voir mourir ont survécu. Et c'est maintenant qu'ils rentrent par la petite porte, et puis qui essaient de nouveau d'œuvrer et d'essayer d'avoir de l'influence. Et ainsi de suite, si vous faites le tour des grands enjeux, moi j'aurais pu parler de ça aussi, mais je voulais parler de la démocratie. Les droits humains plus que la démocratie. Oui, j'ai dit si elles sont dissociées, c'est contre. Il n'y a pas de démocratie. Le nouveau manuel des relations internationales, c'est les enjeux des droits humains dans la politique mondiale. C'est un autre chapitre. L'autre, c'est la démocratie. Et ici, ça m'a paru plus... Moi, j'aurais juste quelque chose à ajouter. Oui. Avant qu'on lève la séance, Oui. il y a peut-être un petit problème qu'on n'a pas beaucoup discuté, mais qui, à mon sens, a son intérêt aujourd'hui, surtout dans les pays du Sud. C'est qu'il y a de plus en plus une tendance à la désaffection à l'égard des partis politiques, et il y a la société civile qui prend une place importante de plus en plus. Ce qui veut dire qu'on peut se poser la question aujourd'hui de savoir quelle va être la place que va occuper la société civile dans les décennies à venir comme un moyen peut-être de transformation de la démocratie, parce que la société civile est peut-être beaucoup plus proche des populations, du citoyen, que ne l'est le parti politique qui est devenu une machine électorale. Au moment des élections, on se mobilise, on fait un programme et peut-être qu'on oublie qu'on va faire. Par contre, la société civile est de plus en plus proche. Elle touche à beaucoup de questions du quotidien, de la vie quotidienne, des problèmes de la santé, des problèmes de l'éducation. Oui, il faut des élections, il faut des représentants, il faut un ministre, il faut un président. Oui, Comment faire mais son parti politique. nous avons des chambres qui pourraient jouer ce rôle quand on pense à la deuxième chambre. Oui. Hein, la chambre des conseillers. Corporatif. Il faudrait qu'on donne une place aussi aux Syndicat. ONG qui ne sont pas représentées. Il y a la représentation territoriale, des collectivités locales. Il y a le conseil maintenant Oui, des droits de mais l'environnement et il faut renforcer la présence. conseil économique et social. Il y a les ONG. Il faut renforcer quand même. Il y a les ONG. Mais- Ça, c'est un début. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Vous avez tout à fait raison. On a eu une longue discussion hier avec des idéalistes et amis canadiens. Et ils ont tout ordre de programmes qu'ils font en Afrique, au Moyen-Orient. C'est tout à fait ce problème. Il faut former des citoyens. À un moment, il y a des citoyens, Encadrés. les partis politiques existent. Oui. Parce que former à la Dans notre citoyenneté, c'est constitution, former à la le responsabilité. Normalement, ça doit être la fonction des partis Et il y a un politiques. programme qui va commencer ici au Maroc auprès des jeunes pour les former à la citoyenneté. C'est-à-dire citoyenneté, c'est pas seulement avoir des droits, c'est assumer des responsabilités. Alors c'est vrai que le scoutisme des partis au niveau de l'indépendance, ils avaient initié tout ce mouvement-là, mais ça a disparu au profit de partis qui ont vieilli, qui visent Il y a des aux associations etc. existent aussi même à l'égard des syndicats. Pas seulement. Les syndicats se transforment aujourd'hui. Ils sont moins revendicatifs qu'avant. Avant, pour Mais ils sont plus des syndicats alors. Aujourd'hui, ils commencent à parler de choses concrètes, à revendiquer des choses beaucoup plus Ils sont devenus des corporations. C'est ça. Parce que Ils sont devenus des corporations, parce pas qu'ils étaient individuels. toujours liés à des partis politiques. Mais lorsqu'ils se détachent du parti politique, ça devient quelque chose de plus social. J'ai l'impression. C'est une Corporatif. Je pense que Alors, oui. cette problématique que vous Dernière avez soulevée, intervention. à mon avis, a été le débat central entre les théoriciens de la démocratie occidentale classique et les fédéralistes intégraux. Denis Drougemont, comment dirais-je,
le grand patriarche de Nice, etc., qui a parlé véritablement de la démocratie future et que pour eux, la phase de l'État-nation est dépassée. Des territoires plus vastes, mais en même temps, un mouvement ascendant entre le petit territoire, et l'exemple suisse est pris par Denis de Rougemont, le fédéralisme coopératif, etc., où les partis n'existent pas pratiquement dans le schéma d'Alexandre Marc, voilà, je viens de citer le nom, Alexandre Marc, il n'y a pas de parti, il n'y en a pas. Oui, Kadhafi n'avait pas de parti. Parce qu'au niveau de la démocratie locale, avec un système ascendant jusqu'au rôle, le schéma le plus haut. C'est lui qui fait un parti, c'est un traître. Alors, si vous le permettez, personnellement, je vous remercie.